le Tibet, écrit en tibétain, Tibet, ombre et lumière. Viens petit, je vais te raconter l'histoire par le début. Il y a 60 millions d'années, la plaque indienne, se détachant de l'Afrique, s'est encastrée sous le continent asiatique. C'est en bus que l'on vient admirer les résultats de cette friction gigantesque. Mais nous le savons tous, c'est à pied que la montagne est belle. À pied ou en bus, mais c'est en Airbus que l'on survole une partie des 2700 km de la chaîne de l'Himalaya. Derrière l'Himalaya, le haut plateau du Tibet, d'une altitude moyenne de 4000 mètres. Au XIXe siècle, la carte de l'Asie qui nous concerne. En haut à gauche, la Russie, dirigée par les tsars. L'Afghanistan, verrou toujours imprenable. Le sous-continent indien, joyau de la couronne britannique. La Mandchourie et la Mongolie, qui ont tour à tour dirigé la Chine pendant des siècles. Le Turkestan oriental, tourné vers la Russie. Le Tibet, inaccessible derrière ces hautes montagnes, et enfin la Chine impériale. Au XXe siècle, les cartes de l'Asie sont rebattues. 1911, mort de la dernière impératrice de Chine de la dynastie Mandchoue. 1917, révolution russe. L'immense Russie va devenir l'URSS. De 1911 à 1945, la Chine tombe dans l'anarchie. Communistes et nationalistes se déchirent. Le Japon en profite pour annexer la Mandchourie, ce qui déclenche la guerre sino-japonaise. 1947. Le sous-continent indien se sépare en trois. L'Inde, démocratie laïque, le Pakistan occidental, musulman, et le Pakistan oriental, musulman, qui en 1971 deviendra le Bangladesh. Les Anglais, qui soutenaient le Tibet contre la Chine, quittent l'Asie et ses problèmes. 1949, le chef des nationalistes chinois, Chiang Kai-shek, se réfugie à Formose, qui prend le nom de Taïwan. Vainqueur, Mao Tse-tung redessine la carte de la Chine. La Mandchourie disparaît, incorporée à plusieurs régions chinoises. La Mongolie est partagée entre la Chine et l'URSS. La partie soviétique deviendra la République de Mongolie en 1961. Le Turkestan oriental, pays des Ouïghours, devient le Xinjiang, ce qui signifie « nouvelle frontière ». Le Tibet est dénommé Rizang, la maison des richesses de l'Ouest.
La Chine devient alors la République populaire de Chine, multipliant par 3 sa superficie, mais pas sa population. Ces territoires annexés sont quasi inhabités. Leur situation est stratégique et surtout, leur sous-sol est très riche. Concentrons-nous sur le Tibet, capitale Lhasa. Grand comme 5 fois la France, comptant seulement 6 millions d'habitants, le Tibet est fermé au sud par la chaîne de l'Himalaya. À ses pieds, le Népal, capitale Katmandou. Au loin, l'Inde. Le Tibet est le pays des neiges, le toit du monde, altitude moyenne 4000 mètres. Il n'a alors ni route ni pont. Il faudra 10 ans à l'armée populaire de libération pour occuper tout le Tibet. Constatant les destructions, les emprisonnements, les morts, en 1959, pour essayer de sauver son pays, le Dalai Lama décide de s'exiler. Il se réfugie en Inde, suivi par près de 100 000 Tibétains. Alors, la Chine ferme la frontière. En 1965, la Chine divise le Tibet en 5 parties. L'Ouest devient la région autonome du Tibet, qui n'a d'autonome que le nom. Le Nord et l'Est sont rattachés à 4 régions chinoises. Viens petite, je vais te raconter l'histoire de la folie des hommes. Lorsqu'en 1985 j'ai tourné mon premier film, voilà ce que j'ai découvert. 95% des 6000 monastères du Tibet étaient en ruine. Des montagnes de divinités brisées, éventrées. Sur 6 millions de Tibétains, 1 200 000 morts. Pourquoi la Chine est-elle venue au Tibet? Pour exploiter les innombrables richesses du Tibet. C'est son côté ombre. Il a été recensé 132 minéraux dans le sous-sol du Tibet, dont le lithium, chrome, or, cuivre et les terres rares d'une valeur incalculable. Ombre encore. En 1986, j'ai filmé des forêts que la Chine exploitait. En rasant ces forêts primaires, la Chine détruit un écosystème millénaire. Tout cela pour de l'argent. Ombre toujours. Le Tibet, le pays des neiges, détient les plus grandes réserves d'eau de la planète après les pôles Nord et Sud. On l'appelle le 3e pôle. Tous les fleuves d'Asie prennent leur source au Tibet. Ils vont irriguer le Pakistan, l'Inde du Nord, le Bangladesh, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam. Le fleuve bleu, Yangtze-Kiang, et le fleuve jaune, Huanghe, irriguent toute la Chine. Le Tibet alimente en eau douce l'Asie tout entière. Plus de 2 milliards de personnes, le tiers de l'humanité. La construction d'innombrables barrages dérègle l'équilibre de la nature. Quelle que soit la puissance de la lumière ainsi produite, elle n'atteindra jamais la puissance de la lumière intérieure des Tibétains, symbolisée par ces drapeaux de prière. Ils escaladent les pylônes électriques et le vent, en fouettant les drapeaux, emporte les prières vers le ciel, contribuant à maintenir l'équilibre du monde. En 1987, j'étais à bord d'un bus local, cahotant sur la mauvaise piste. Passé le dernier virage, dominant toute la plaine, j'aperçus le Potala. Aussitôt, les passagers du bus se levèrent et entamèrent une prière. Il nous aura fallu 1 heure pour y arriver. 1 heure de prière. Aujourd'hui, il faut 1 heure depuis l'aéroport flambant neuf à 60 km de Lhasa. Remarquez l'accueil officiel. En haut, Mao. En bas, le président actuel, Xi Jinping.
Cette fois, je suis accompagné de Janine et d'un petit groupe d'amis. L'autoroute tout neuf va tout droit, faisant fi des obstacles. Des tunnels traversent la montagne, des ponts enjambent le Tsangpo, l'affluent du Brahmapoutre. Pour 10 personnes, nous avons un petit bus confortable. Outre le chauffeur et le guide, un policier obligatoire. Officiellement, il est là pour surveiller que le chauffeur n'aille pas trop vite, pour notre sécurité en somme. Il est jeune, tibétain comme le chauffeur et le guide, mais aucun des trois ne se connaît. À la sortie du tunnel, je fais un court arrêt sur image. Regardez bien à gauche, le Potala, vite englouti par le Lhasa chinois et les innombrables drapeaux. Ah, voilà la barrière de péage. Non, l'autoroute est gratuite. C'est le contrôle de police. Nous entrons à Lhasa. Lhasa, cet énorme chantier, toutes ces grues. Pour moi, c'est un véritable choc. Où est Lhasa? Où est le Tibet? Il a fait une fixation sur les chapeaux. Bienvenue au prospère, harmonieux, égalitaire, civilisé et magnifique nouveau Tibet socialiste. Suivons le panneau, direction Norbulinga. Dans ce vaste parc ont été construites les résidences d'été de plusieurs Dalai Lama. La plus importante, magnifiquement entretenue, est celle du 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Nous visitons tout, y compris sa chambre, sa salle de bain. Nous voyons sa radio, son appareil photo. Tout est là, comme s'il allait rentrer demain. Les photos, à l'intérieur, sont interdites. Les Tibétains viennent ici en pèlerinage. Les touristes chinois adorent se déguiser pour se prendre en photo. C'est que le Dalai Lama se vend bien. Le Norbulinga est très visité. Toutefois, un détail d'importance. Interdit de séjour dans son propre pays, le Dalai Lama vit en exil en Inde depuis 1959. Et maintenant, direction le Potala. Le Potala, le palais d'hiver des Dalai Lama, incontournable dans les catalogues chics de la mode en Chine. À lui seul, le Potala justifie un voyage au Tibet. Construit au XVIIe siècle, le Potala est le plus haut palais de Chine. Rappelons que Lhasa est à 3600 mètres d'altitude. Le Potala mesure 118 mètres de haut et 360 mètres de long. La partie blanche abritait le gouvernement et les administrations. Dans la partie rouge, il y a les grandes salles de réception, de nombreuses chapelles, les mausolées de 8 Dalai Lama. Tout en haut, sous les toitures d'or, les appartements du 14e Dalai Lama. Pour visiter tout cela, nous n'avons droit qu'à 1 heure. 1 heure de visite.
L'heure d'entrée est marquée sur le ticket spécial du guide. Si son groupe dépasse le temps imposé, il risque de perdre sa carte de guide. En montant ces escaliers historiques, nous sommes tous un peu frères, étrangers ou chinois. Nous avons payé le même prix notre billet d'entrée. Curieux spectacle, ces acrobates alpinistes pendus à leurs fils qui blanchissent le potala. La Chine laisse aux soins des Tibétains le ravalement du potala, ce qui peut sembler plutôt sympathique. Mais comme elle ne leur fournit aucun matériel moderne, ils sont contraints de se débrouiller et continuent de travailler à l'ancienne. De chaque côté de la porte d'entrée, les gardiens, ils attirent, envoûtent, arrêtent les mauvais esprits. Les gardiens et les pompiers chinois, discrets, surveillent. Là aussi, comme au Norbulinga, il est interdit de photographier à l'intérieur. Vraiment dommage, d'autant que les rares salles que nous visitons ont été parfaitement restaurées. 1 heure plus tard, nous ressortons, éblouis par l'importance et la force des lieux, mais aussi frustrés d'en avoir vu si peu. Ah, le potala! Mais il me semble que le potala est encore plus grandiose sous les feux de la rampe. Il est vrai que de nuit, toutes les villes du monde sont féeriques. Allons à pied jusqu'au centre de Lhasa, la place du Jokang, qu'ils appellent le cœur du Tibet. La ville est bien surveillée. On peut sortir tranquillement le soir, nous les étrangers. Quelques Tibétains se relayent pour prier. Voyez le rond de lumière du projecteur de poursuite à gauche. Peu après mon départ du Tibet, nouvel état d'urgence à Lhasa, dû à la visite d'une délégation du Parti démocrate des États-Unis. J'ai reçu ces images envoyées par iPhone. Les rayons du soleil levant jouent avec les centaines de lampes à beurre qui brûlent sans arrêt devant le Jokang. De nombreux Tibétains ont pris la relève des dévots de la nuit. Le Jokang s'anime. À chaque fois qu'ils le peuvent, les Tibétains sont là, montrant un Tibet bien vivant. Ils ne viennent pas manifester. Ils ne viennent pas sous une contrainte quelconque. Ils viennent pour eux, prier pour améliorer leur prochaine vie devant la porte d'entrée du Jokang. Ils prient aussi pour le bon équilibre du monde sous la surveillance d'une équipe spéciale d'intervention rapide. La Chine craint les immolations de Tibétains dans ces hauts lieux touristiques.
Pour entrer dans la salle de prière du Jokang, les Tibétains font la queue sous l'œil bienveillant du Bouddha et l'œil inquisiteur des pompiers. Oui, ça sent de beurre. Autrefois, les grands rassemblements avaient lieu dans la cour intérieure du Jokang. J'ai pu filmer l'un des derniers au printemps 1987. Maintenant, seuls les groupes de touristes ont le droit de monter sur le toit terrasse pour photographier à loisir et admirer les toitures d'or du Jokang. En 1987, à cet endroit précis, voilà ce que je filmais. Je filmais aussi la place du Jokang, pleine d'une foule de pèlerins. La ruelle qui fait le tour du Jokang s'appelle le Barkor. Tous les immeubles de gauche ont été détruits en 2013 et reconstruits 10 mètres en retrait, à l'identique. Ainsi, la rue étroite du Barkor est devenue cette large avenue que peuvent emprunter les camions militaires. Des pèlerins parcourent toujours ce nouveau Barkor en se prosternant, recouvrant le chemin sacré de leur corps, accumulant des mérites pour améliorer leur prochaine vie. Les petites boutiques du Barkor ont été remplacées par ces belles boutiques chinoises vendant des objets pour touristes. Ah non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Quittons la grande rue du Barkor, empruntons cette ruelle et gagnons ce qui reste du petit quartier musulman installé là depuis plusieurs siècles. Il y vit encore ce petit groupe de musulmans chinois. Parmi eux, les bouchers qui fournissaient en viande la cour du Dalai Lama et les familles des aristocrates. Cette viande-là est encore congelée. L'étiquette indique qu'elle vient d'Australie. Il y a toujours des Tibétains dans les quartiers insalubres du centre de Lhasa, avec seulement un point d'eau au milieu de la cour. Malgré toutes leurs difficultés, le sourire est là et l'atmosphère chaleureuse. Dans tout Lhasa, seuls les balcons des Tibétains sont fleuris.
Régulièrement, des îlots sont rasés et des immeubles chics, très chers, les remplacent. Les appartements neufs sont achetés par les Chinois. Petit à petit, le centre historique de Lhasa change de main. Le marché tibétain a dû migrer d'office en 2013. Il est à un quart d'heure à pied du centre-ville, dans un lieu inattendu, cet énorme supermarché tout neuf. Toutes les boutiques tibétaines devront arriver ici. Ils n'ont pas le choix. Trop éloignés et donc invisibles du Jokang, les Tibétains perdent la grosse clientèle des touristes. Comme le supermarché appartient au gouvernement, les commerçants sont à sa merci, notamment pour le prix des loyers. Bien sûr, le supermarché est sous surveillance vidéo. Les rassemblements, les réunions y sont interdits. En dehors de l'entrée principale, les sorties latérales donnent sur cette place, dont tout un côté est occupé par le plus grand commissariat de police de Lhasa. L'immense plaine de Lhasa est aujourd'hui méconnaissable. Il n'y a plus de pâturage, de vergers remplis de pommiers, poiriers, abricotiers. Il n'y a plus que des immeubles qui s'étirent toujours plus loin. Nous allons plein est, au monastère de Ganden. Sur plus de 10 km, l'autoroute toute neuve est bordée de ces immeubles tout neufs, encore inhabités. Sans interruption, ces barres sur 6 rangées de profondeur. Oui. Et encore, tout cet ensemble immobilier de 10 étages. Qui va venir habiter ici? Quelles seront les activités de cette nouvelle interminable banlieue? Quelle est la politique de la Chine? Et la place des Tibétains dans tout cela? Nous quittons l'autoroute. Nous empruntons un véritable circuit de jeux vidéo inauguré 15 jours avant notre passage. Tout en haut, le monastère de Ganden. J'avais filmé Ganden en 1986. À cette époque, l'un de ceux qui avaient participé à la destruction du monastère m'avait raconté. À la révolution culturelle, en 1966, les gardes rouges ont rassemblé les habitants de tous les villages d'en bas. Tous ceux, entre 18 et 25 ans, prenaient chacun une pelle ou une pioche et un peu de nourriture, rassemblement dans 10 minutes. L'un de mes copains a refusé, ils l'ont abattu sous nos yeux. Sous la menace des armes, nous avons dû monter à pied jusqu'à Ganden. Il n'y avait pas de route.
Ils nous ont obligés à arracher les piliers en bois des salles de prière, des habitations des moines, les poutres des plafonds, les encadrements des portes et des fenêtres. Nous avons dû descendre jusqu'au village, tous ces bois, pour construire leur caserne. C'est nous qui avons détruit notre monastère. C'est la République populaire de Chine qui nous a autorisés à le reconstruire. Mais aujourd'hui, Ganden n'est plus qu'une coquille vide. 300 moines sur les 4400 d'autrefois. Voyez le grand immeuble tout en haut à gauche, aux larges fenêtres carrées. C'est celui de la police. Officiellement, elle est là pour protéger les touristes. Les plus nombreux sont les touristes chinois. La police déambule aussi dans le monastère pour surveiller les moines. Ils ne sont plus ici pour transmettre leurs enseignements. Leur excès de zèle pourrait leur ouvrir les portes de la prison. Tout notre espoir est dans le retour du Dalai Lama, m'a dit l'un d'eux. Retour à Lhasa. Autrefois, un chemin de terre reliait Lhasa au monastère de Sera. Sur 10 000 moines, 300 aujourd'hui. Pour se protéger du vent glacial hivernal, les moines ont installé cette énorme portière tissée en poil de yak. En 1986, ils avaient obtenu de reprendre leurs cours de dialectique, les débats traditionnels qui avaient lieu dehors, dans les jardins. Il y eut une condition, que ces débats soient organisés comme une attraction touristique, donc payante, au profit du gouvernement et sous surveillance, cela va de soi. 30 ans plus tard, les touristes affluent, toujours plus nombreux. Ils viennent d'entre 14 et 16 heures, c'est marqué dans tous les guides. La police canalise, les touristes et les photographes autour, les moines au centre. La dialectique est comme une bataille, mais intellectuelle. Un moine pose une question sur un sujet philosophique ou religieux. L'autre moine doit répondre le plus vite possible. C'est pour développer l'agilité de l'esprit et la mémoire. Ces grands monastères étaient avant tout des écoles. Un moine m'a expliqué. La Chine gagne de l'argent. Le public croit que nous sommes libres. Nous avons 2 heures de débat quotidien et cela nous permet de tenir jusqu'au retour du Dalai Lama. Sur les bords du Brahmapoutre, la pureté de l'air due à l'altitude permet de voir jusqu'au plus profond des lointains. C'est en parcourant le Tibet que l'on réalise son immensité, sa diversité, sa beauté. Notre présence réchauffe aussi le cœur des Tibétains. Bienvenue dans la plus importante destination touristique du monde, Samye, le premier monastère construit au Tibet en 775. Son plan est celui d'un mandala, un immense cercle fermé par un mur crénelé de petits chortènes dont le centre est le monastère.
légende raconte que la nuit, les démons détruisaient les constructions du jour. Le grand maître hindou, Padmasambhava, doté de pouvoirs magiques, changea les démons en charpentiers si habiles qu'ils édifièrent le monastère en quelques jours. Le rayonnement de Samye fut tellement important qu'il attira des moines de tout le Tibet et qu'un courant d'échange s'établit avec l'Inde. Alors, les textes philosophiques de l'Inde furent traduits en tibétain et constituent toujours aujourd'hui le canon du bouddhisme. C'est ce savoir, cette réflexion sur la vie qui gêne tant la Chine. Pour le Parti communiste chinois, tout repose sur la production à outrance, sans respect pour l'homme ou la nature. Le bouddhisme aide chaque être humain à trouver sa propre paix intérieure, à participer au bon équilibre du monde. Le canal se termine en chute d'eau qui actionne la roue et fait tourner les meules du moulin à Tsampa. La Tsampa est la base de l'alimentation des Tibétains. La Tsampa est faite avec de l'orge grillée dont les grains sont finement moulus. Faire chauffer le thé, malaxer avec la main et vous voilà rassasié. Pratique pour un nomade. En 1986, j'ai filmé ce groupe qui se rendait en pèlerinage à Lhasa. Aujourd'hui, il leur faut des autorisations très difficiles à obtenir. Le jour se lève sur Lhasa, la seule grande ville de Chine non polluée. L'impressionnante gare de Lhasa est encore plus sécurisée que l'aéroport. Heureusement, j'avais ma caméra discrète. Le train de gauche est parti de Pékin il y a 48 heures. C'est le plus haut train du monde. Il a franchi un col à plus de 5000 mètres. Depuis l'automne 2014, la ligne est prolongée de 250 km. Ponts et tunnels permettent d'atteindre Shigatse en 3 heures, 6 heures par la route. Shigatse est la deuxième ville du Tibet. Le train part à l'heure et en musique. Derrière les vitres fumées et hermétiques du train climatisé, Lhasa déroule ses interminables chantiers de banlieue. À la sortie du tunnel, les nouvelles exploitations agricoles chinoises remplacent petit à petit les pâturages et les troupeaux de yaks. Chaque wagon a son responsable. La nôtre est plongée dans son jeu vidéo. L'été 2014, la voie ferrée n'était pas terminée. J'avais alors emprunté cette longue route à flanc de montagne. Une halte très organisée permet d'admirer le Yandroklek, le lac turquoise. Les touristes chinois y sont nombreux. En vacances, ils se lâchent. Ils adorent monter sur cet animal d'altitude inconnu dans la plaine chinoise, le yak. En Chine, on mange les chiens. Ce chien de troupeau débonnaire, le mastif,
semble empreint de compassion envers cette jeune chinoise. Tout en mangeant, nous avons aperçu par la fenêtre quelque chose de surréaliste. Tout seul dans la nature, un policier salue notre train. Puis un autre, encore un autre. Après le repas, nous décidons de photographier le suivant. Mais le train roule vite. Alors notre petit groupe s'organise, tous à l'affût. Regardez, victoire! Étonnant, n'est-ce pas? Vite, encore un! Il est plus facile à photographier, le train ralentit. Il entre en gare. Autour, ville fantôme. Seuls les locaux de la police. Sur les quais, un policier tous les 10 mètres. Les portes de notre train restent fermées, personne ne monte, personne ne descend. Le train Lhasa Shigatse roule sur une voie unique. 2 trains de voyageurs par jour, un le matin, un le soir, plus les trains non recensés, ceux de marchandises. Les croisements se font dans ces gares. C'est le nôtre qui est descendu. Non. Après 10 minutes d'arrêt, le train repart. Enfin, Shigatse. Le monastère du Tashilhunpo comptait près de 4000 moines. En 1985, j'ai vu le monastère partiellement détruit. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 400 moines. À sa tête, le Panchen Lama, la 2e autorité religieuse du Tibet. Un peu plus jeune que le Dalai Lama, le Panchen Lama, resté au Tibet, a subi beaucoup de pression, des années de prison, l'obligation de se marier. Mais il n'a jamais cessé de défendre les Tibétains. À 51 ans, en 1989, il a fait d'un discours important sur la situation désastreuse du Tibet et la nécessité d'un rapprochement avec le Dalai Lama. Le surlendemain, on le trouva mort. Panchen Lama incarnait la lumière infinie. Sa réincarnation, Gendung Shoki Nima, un enfant de 5 ans, dès qu'il a été reconnu par le Dalai Lama en mai 1995, a été emprisonné. Il est considéré comme le plus jeune prisonnier politique au monde et la Chine n'a plus jamais donné de ses nouvelles. Toutefois, peu après, la Chine a nommé son réincarné, mais les Tibétains n'affichent même pas sa photo. Aujourd'hui, au Tashilhunpo, réputé autrefois pour le haut niveau de son enseignement, les rares moines rasent les murs. Le bouddhisme n'est plus qu'un jeu d'ombre. La Chine occupe toute la place. Le meilleur exemple est la gare où nous sommes arrivés tout à l'heure. Pourquoi, pour 2 trains par jour, cette si grande gare de train à Shigatse? La Chine a un projet pharaonique. Détourner le cours du Brahmapoutre vers la Chine qui manque d'eau. Pour réaliser ce chantier démesuré, la Chine prévoit une nouvelle ligne de chemin de fer. Il faudra acheminer beaucoup de matériaux, construire davantage d'immeubles, faire venir une main-d'œuvre importante. Cette fois, la Chine prend tout, dirige tout, exploite tout. Les Tibétains ont-ils encore une place dans leur propre pays? Pourtant, dans ces étendues immenses, il ne peut y avoir que des hommes libres.
Gyantse. À gauche, le monastère, protégé par son mur d'enceinte. À droite, dominant tout, l'ancien palais royal. Du haut de la forteresse, nous dominons la ville chinoise peu développée, Gyantse n'étant reliée ni par le train, ni par l'autoroute. Les touristes chinois sont fans de tout ce qui touche au Tibet. Ils veulent voir toujours plus de Tibet. Alors la Chine pragmatique fait restaurer le vieux Gyantse. L'ombre s'éloigne, la lumière revient sur Gyantse. Mais attention, danger. Peut-on maîtriser l'exploitation des mines, le détournement des fleuves et aussi éternellement l'âme de tout un peuple, le peuple de Chine? Cette salle de prière, en échappant à la destruction, a gardé toute sa force. Elle pourrait bien réveiller les vieilles croyances, tapies au plus profond du fort intérieur du peuple chinois. Malgré sa politique terriblement répressive, la Chine est toujours tenue en échec par ses irréductibles Tibétains. Nous attaquons le col des 100 virages. 50 pour monter, 50 pour descendre. De là-haut, le Tibet se découvre. L'immensité, la solitude, la pureté de l'air, la beauté des montagnes, tout est propice à la méditation. À 5198 mètres d'altitude, quelle vue! Le Shoyu, 8153 mètres. L'Everest, 8848 mètres. L'imposant monastère de Sakya dévoile toute la force du Tibet. Nous y arrivons à la pleine lune d'octobre 2015, une courte période très favorable. Nous suivons les villageois, passons sous l'énorme porte fortifiée et là, c'est le choc. Tous les habitants sont rassemblés. Et pour ajouter à notre émotion, à notre entrée, les cymbales résonnent et un long défilé de moines s'ébranle. Le monastère de Sakya date de 1265. L'empereur de Chine, le mongol Kubilai Khan, nomma son maître spirituel, l'abbé de Sakya, administrateur de tout le Tibet. Sakya devint une université très renommée qui comptait plus de 1000 moines. Au mur est accrochée la grande tanka. En bas, le trône, d'où l'abbé du monastère s'adresse à la foule. Il ne parle ni de politique, ni de résistance, ni des difficultés quotidiennes. Il enseigne le sens de la vie, la sagesse universelle, l'équilibre du monde auquel chacun ici présent participe par ses prières, ses pensées et ses actes. Cette foi collective fait vibrer les clochettes
tout en haut des grands murs. Ce jour-là, à Sakya, il n'y a que la lumière. Cette lumière irradie jusqu'à l'Everest, le plus haut sommet du monde. Blotti à ses pieds, le petit monastère de Rangpo à 5000 mètres d'altitude. Il faut une autorisation spéciale, payante, pour venir jusqu'à Rangpo. Pour nous les touristes, bien sûr, mais aussi pour les nomades. Mêlés aux nomades, ce groupe de chanteurs et danseurs. Ils viennent de la région du Mont Kailash, à 2 jours de piste. Ils ont composé une chanson sur l'Everest. Ils viennent l'enregistrer ici, en faire un DVD face à l'Everest. Ils ont toutes les autorisations des différentes administrations. Pour les obtenir, cela leur a demandé plus de 6 mois. Mais ce matin, alors qu'ils se préparent à chanter, l'armée leur interdit de filmer. Pendant qu'ils s'entassent dans leur véhicule, nous leur disons combien nous les soutenons. Quel courage il leur faut pour vivre là-haut, avec le froid, le vent, l'isolement, l'altitude et en plus, toutes ces contraintes politiques stériles. Le Dalai Lama propose un ultime cadeau, faire du Tibet une zone de paix pour l'équilibre du monde. Le soleil se couche, posant une petite touche de rouge corail sur le toit du monde. Profitons de la nuit. Chaussons nos bottes de 7 lieues et d'un bond prodigieux, sautons par-dessus l'Everest. Nous atterrissons au Népal, au monastère de Tengboche, à 3900 mètres d'altitude. De chaque côté de l'Everest, un monastère. De chaque côté, ils appellent l'Everest Chomolungma, la déesse mère des dieux. Ici, au Népal, nous avons gagné la liberté. Nous retrouvons des animaux sauvages. D'Amphél ou photophore resplendissant. La femelle, le mâle. L'Everest est à gauche, à peine visible derrière la barre du Nuptse. À sa droite, le Lhotse, 8516 mètres. Encore à droite, la Mada Blanc, la montagne sainte du pays Sherpa. Ici, nous sommes chez les Sherpas. Le Népal, c'est la liberté de se déplacer comme on veut ou comme on peut. Les yachts transportent le matériel pour les expéditions à l'Everest, chaque année plus nombreuses. Nous sommes fin mars 2014. Le 18 avril,
Une avalanche tue 16 Sherpas. Toutes les expéditions sont annulées. L'année suivante, le 25 avril 2015, un tremblement de terre secoue le Népal. Le 12 mai, un second séisme aussi puissant déclenche une avalanche qui balaye de nombreux villages et aussi le camp de base de l'Everest. L'Everest est en colère, la nature se rebiffe, elle nous parle, mais personne ne l'écoute. Tout en bas, le petit village de Kumjung. En dehors des expéditions, la grande ressource des Sherpas, c'est la pomme de terre. Avant l'invasion chinoise, avant 1959, ils découpaient les pommes de terre en fines rondelles qu'ils déshydrataient au soleil et allaient vendre sous forme de chips au Tibet. Les Sherpas sont originaires du Tibet, des villages autour du monastère de Rongpu, juste de l'autre côté de l'Everest. Au Tibet, je ne vous ai montré aucune famille, aucun intérieur, à peine de village. Le bus n'a pas le droit de s'y arrêter. Parler à des Tibétains les rend suspects et peut les mettre en danger. Ici, à Kumjung, je suis chez moi. Le petit dernier est la 3e génération de la famille avec laquelle j'ai réalisé mon premier film. C'était en 1974. C'est ici, au Népal, que j'ai découvert les Tibétains. Maïli nous prépare un riz qui court, cette épaisse galette de pommes de terre, avec une noix de beurre et une pincée de piment, bien chaud, c'est délicieux. Quittons le pays Sherpa. Rendons-nous à Katmandou, la capitale du Népal. Les Sherpas sont des Népalais. Ils font partie de la mosaïque d'ethnies qui compose le Népal. Il faut ajouter, depuis l'invasion du Tibet, près de 20 000 réfugiés tibétains. Ici, une de leurs écoles. Sous la pression du gouvernement chinois, depuis un peu plus de 20 ans, le Népal ne donne plus de papier aux Tibétains. Cela veut dire concrètement que depuis 1993, ils n'ont ni carte de réfugié, ni carte d'identité. La majorité des élèves que vous voyez ici, en dehors de leur carte scolaire qui n'a aucune valeur juridique, n'auront aucun papier d'identité. Ils ne pourront pas s'inscrire en université, passer leur permis de conduire, avoir un travail officiel. En échange de ce geste, la Chine habille et arme la police népalaise. À l'ouest du Népal, à 1500 km, le Ladakh. Les géographes appellent le Ladakh le Petit Tibet. Mais politiquement, nous sommes en Inde, un autre pays libre. Au travers de ces montagnes, depuis 1959, près de 5000 Tibétains se sont réfugiés au Ladakh, fuyant l'armée chinoise. Interdit chez lui par la Chine, le Tibet vit en exil. Comme chez les Sherpas, ici, je suis un peu chez moi. Les nomades se lèvent avec le soleil et commencent par traire les dris. Le lever est un peu dur pour les enfants, ils sont en vacances chez leurs grands-parents. La dri est la femelle du yak. Nous sommes début juillet, c'est le plein moment pour récolter ces poils si doux et si chauds qui permettront de tisser châles et pulls en pashmina et en cachemire. Une peluche vivante, quoi de mieux?
Autrefois, le Ladakh faisait partie du Tibet. Vers 1830, cette région a été rattachée au Cachemire, ce qui l'a sauvée de l'invasion chinoise et de la destruction. L'Inde reconnaît dans sa constitution les différentes ethnies, langues et croyances. Contrairement à la Chine, l'Inde protège ses nomades qui entretiennent la montagne avec leurs troupeaux. Il est important de souligner que l'Inde, qui compte 1,2 milliard d'habitants, se préoccupe aussi de ce groupe de nomades qui compte seulement 17 familles, une centaine de personnes. L'Inde favorise l'éducation, mais chez les nomades, l'école pose un nouveau problème. Les enfants pensionnaires sont éloignés de leur famille. Alors, beaucoup de nomades migrent vers la ville et les alpages se dépeuplent. Sonam, 11 ans, est très élégante et malgré l'environnement rustique, soigne sa belle chevelure. Sa grande sœur, Dolma, a 15 ans. Elle veut devenir vétérinaire pour vivre plus tard à l'alpage. Elle est en vacances et aide son oncle à ranger tête bêche les chèvres que sa grand-mère va traire. Abby a 67 ans. Elle a 7 enfants et 9 petits-enfants. Elle vit toute l'année à l'alpage, à 4200 mètres d'altitude. Comme chaque matin, Tsewang ouvre son enclos. En bandoulière, sa musette pour la journée et un sac vide pour rapporter des plantes médicinales. Au Tibet, une loi récente interdit aux animaux de pâturer car ils abîment la montagne. Les nomades du Tibet sont contraints de vendre leurs troupeaux, quitter leurs alpages et s'installer là où on les y oblige. Tous les animaux quittent l'alpage qui lentement va retrouver sa quiétude. Seule reste cette chèvre qui vient de mettre bas. À peine née, son chevreau l'appelle. Elle le lèche, le nettoie, le réchauffe, fait circuler son sang. Il appelle encore. Il veut vivre, vivre. Vivre? Pourtant, la vallée devant moi semble bien aride. J'accompagne Tsewang qui me donne un véritable cours de philosophie. Quoi d'étonnant? Il a eu le meilleur des maîtres, la nature. Regarde autour de toi, me dit-il, comme la montagne est belle. Elle change avec le ciel, la lumière. Regardez, c'est l'apprentissage naturel de la contemplation. Écoute bien le silence. Tu entends? Il n'y a aucun bruit parasite. Alors, le moindre souffle de vent est un enseignement. La conversation des chèvres te signale un changement dans l'environnement. Tu vois à l'infini grâce à la pureté de l'air. Cet air que tu respires doit te rendre les idées claires. Tu peux te sentir écrasé par ce vide sidéral, ou au contraire, dominer tout le paysage, maîtriser tout ce qui t'entoure. Alors lentement, tu deviens un berger philosophe. Tu es responsable de ton troupeau, tu es responsable de toi-même, de ta vie. Ainsi, tu marches vers la sagesse, tu te remplis de bonheur.
Pour que les nomades puissent rester dans leurs alpages et pour donner envie aux jeunes d'y revenir, l'Inde a construit 40 km de piste qui sera bientôt goudronnée. Cette piste relie la grande route qui vient de Leh, la capitale du Ladakh, passe un col à plus de 5200 mètres pour arriver à leur alpage d'hiver construit en dur, Cheyenne. Pour ces 17 familles semi-nomades, l'Inde a tout un programme de modernisation. Arrivée de la télévision par satellite. Plus important, pour leur sécurité, le téléphone par satellite, qui relie gratuitement Cheyenne à toute l'Inde. La maison solaire, toute neuve. L'hiver, le thermomètre descend très en dessous de moins 30. Pour les protéger du froid, une double rangée de ces grosses batteries est installée dans cette maison semi-enterrée. La ligne électrique est déjà tendue. Grâce à la piste, l'Inde leur achemine des matériaux, en particulier des poutres et des carreaux, pour rendre plus confortable leur petite maison dans lesquelles ils passent les 4 mois les plus froids de l'hiver. Il n'y a plus d'arbres à cette altitude, 4400 mètres. Abby prépare le dernier thé. C'est la fin des vacances. Dans 2 jours, les classes reprennent à l'école des réfugiés tibétains. Alors, avant de partir, la photo de famille. L'école de Choklamsar, près de Leh, a été financée par des associations à travers le monde. En France, l'association Aide à l'enfance tibétaine parraine plus de la moitié de ses 1600 élèves. Ce matin, les élèves se rendent sur le terrain de sport de l'école, rejoints par une grande partie de la communauté tibétaine réfugiée au Ladakh. Ils viennent écouter le Dalai Lama, Tenzin Gyatso, océan de sagesse. Au Tibet, prononcer le nom du Dalai Lama vous envoie en prison. Depuis 2010, 150 Tibétains se sont immolés par le feu, offrant ainsi leur vie pour demander la liberté du Tibet et le retour du Dalai Lama. Très détendu, le Dalai Lama leur dit « Quel plaisir de se retrouver entre nous, Tibétains. J'ai choisi l'école pour vous rappeler l'importance de l'éducation. » Ce matin-là, le Dalai Lama parle du regard que les Tibétains portent sur le monde, tolérance, respect de tous les êtres vivants et de la nature. C'est notre fonds propre, notre richesse, insiste-t-il. Où que nous soyons, au Tibet, en exil en Inde ou dans d'autres pays, nous devons faire rayonner cette particularité au quotidien, même si nous sommes seuls. C'est la force du bouddhisme, notre force. Ce rayonnement est important.
Le monde en a tant besoin. Là où va le Dalai Lama, le monde le suit. Cette fois, ils sont 120 000 venus du monde entier et de toutes les vallées tibétaines de l'Himalaya. Un record pour le Ladakh, dont la capitale compte moins de 20 000 habitants. Le Dalai Lama donne pour la 33e fois dans le monde cet enseignement, le Kalakshakra. La traduction simultanée est faite en 12 langues, dont le français, et transmise par Radio FM. Les enseignements du Kalakshakra vont durer 14 jours, entièrement assurés par le Dalai Lama lui-même. Il a alors 79 ans. 3 jours de prière de purification. Purification du lieu où nous sommes et de l'air qui nous entoure. 3 jours d'enseignement préparatoire. Et enfin, le Kalakshakra lui-même. Le Kalakshakra est l'enseignement le plus sacré de la pratique du bouddhisme. Il s'adresse à tous les êtres. On pourrait le définir ainsi. Comment trouver son équilibre intérieur pour participer à l'équilibre du monde? Le Kalakshakra résume l'esprit de ce voyage que nous terminons. La beauté de ces montagnes, l'immensité du Tibet a façonné l'homme et sa philosophie. Beaucoup plus que ses enseignements. L'important est d'être là, de boire les paroles du Dalai Lama, de respirer l'atmosphère du lieu et de se remplir de lumière. Au Tibet même, la Chine durcit encore la répression. Un résistant repéré va un jour tout simplement disparaître. Personne n'aura plus de ses nouvelles. On ne le reverra peut-être jamais. En exil, ils m'ont dit, la liberté, c'est de ne plus avoir peur. Depuis trop longtemps, le Tibet se trouve entre hiver et printemps, emprisonné par une gangue de glace qui fige ses veines et ralentit la circulation de son sang. Mais ses racines sont tellement profondes que, envers et contre tout, le Tibet est toujours debout. C'était en 1987. J'étais hébergé dans cette solide maison, dans la province du Kham. Ils cousaient leurs vêtements pour l'hiver. Le soir venu, ils ont été chercher les voisins. Ils m'ont tous écouté raconter la vie des réfugiés tibétains en Inde. Ils m'ont beaucoup interrogé. Lorsque j'ai parlé du Dalai Lama, un silence impressionnant s'est fait. Lorsque je me suis tu, ils se sont tous levés et ont spontanément entamé ce chant d'espoir.
le jour où le Dalai Lama reviendra s'asseoir sur son trône d'or. Ce jour-là, les arbres refleuriront, les toitures d'or brilleront. Et ce jour-là, le soleil resplendira.